Malgré une situation économique difficile pour tous, la générosité des téléspectateurs de TV Liberté est toujours présente, presque intacte. Il nous manque ce mardi l'équivalent de 80 personnes donnant 100 euros, 80 personnes donnant 100 euros déductibles des impôts pour mettre TVL à l'abri pour les prochains mois. Ce but peut être atteint si chacun se mobilise dans cette dernière ligne droite. C'est maintenant que nous devons lancer les chantiers de la rentrée. C'est maintenant qu'il faut renforcer la presse indépendante face au parti des médias. C'est maintenant. Je compte véritablement sur vous avant jeudi soir. Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, de l'émission Synthèse, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une émission très très spéciale parce qu'on parle sous le contrôle de notre invité. Et notre invité n'est autre que notre directeur. Voilà, bonjour Martial. Bonjour Roland. Bonjour Martial. Alors bonjour Philippe. Philippe est là. Le professeur, malheureusement, comme à une précédente émission, est encore en retard. Ces professeurs sont toujours en retard. Et, ou déjà en vacances. Ou déjà prisonniers, ou encore prisonniers de leurs élèves. Qu'importe. Enfin, tant pis, on salue le professeur qui n'est pas là. Mais pourquoi on invite Martial Bild aujourd'hui? Quelle idée. Parce que les téléspectateurs de TV Liberté le voient souvent. Non, en fait, c'est qu'il nous a posé la question, Roland, je peux le dire, on peut le dire aux téléspectateurs. Il a dit, mais en fait, vous parlez de quoi dans vos émissions? Je dis, venez. Alors, si nous le recevons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, il a publié, en collaboration avec Philippe Millot, notre président, le salon Longue Vie au président Millot, voilà. Et un livre qui s'appelle « Défaire le parti des médias ». Alors c'est presque un programme présidentiel, ça. Oui, surtout quand on voit le sous-titre « Combat pour une presse vraiment libre », parce que ça se situe en gros plusieurs années après la parution d'un livre qui s'appelait « Combat pour une presse libre ». Il était signé d'Edwy Plenel, ça a été, et c'est toujours un peu le manifeste de Mediapart. Et nous souhaitions... plusieurs années plus tard, Philippe Millot et moi, ainsi que Jean-Luc Coronel de Boissezon, qui a aidé aussi par un apport intellectuel à la rédaction de l'ouvrage, on voulait apporter une réponse plus argumentée et peut-être plus sincère pour une information vraiment libre et indépendante, peut-être profondément repensée et refondée. Peut-être une autre vision aussi de l'information. Oui, une autre vision de l'information. Et puis, par exemple, Edwy Plenel s'est toujours fait le chantre de la transparence, a toujours souhaité donner la priorité à la transparence. Moi, je ne crois pas du tout que ça soit nécessaire, que la transparence a des inconvénients tels que de toute façon, il ne faut pas le prôner. Et puis, on s'aperçoit que Mediapart a bien un peu... était amené à ne pas tenir compte de son manifeste souvent, et moi je pense qu'il fallait établir les vraies raisons d'une presse qui doit être vraiment libre, vraiment exemplaire, avec une information vérifiée et indépendante, et nous sommes donnés à TV Liberté les moyens. Donc c'était le premier axe de ce livre, c'est de dire, regardez, une presse vraiment libre, ça peut exister, mais pas à n'importe quel prix, et pas à n'importe quelle condition. Et que quand Edwy Plenel avait fait cette démarche-là avec Mediapart, eh bien ça a abouti finalement à une entourloupe réelle. Je pense qu'il y a une vraie presse libre et que celle-ci, elle porte le nom d'Alternative. Voilà. Vous parlez de liberté, c'est bien, c'est un nom qui nous est cher à TV Liberté. Mais on pourrait parler d'honnêteté, tout simplement. Oui, de l'honnêteté. Est-ce que le journaliste peut être objectif? Il est toujours influencé par ce qu'il pense. Non, bien sûr que non. Mais il peut être honnête. Non, il doit se mettre dans une situation de neutralité. Mais un journaliste n'est pas neutre. On fait d'ailleurs toujours le reproche aux journalistes de droite, de dire ce ne sont pas des journalistes, ce sont des gens qui font part de leurs convictions. Mais quand ce sont de gauche, ils sont par définition absolument neutres et ont le droit de proférer leurs opinions. Non, il n'y a pas de journaliste qui soit sans conviction, et moi je considère que c'est tout à fait normal, mais quand il exerce son métier de journaliste, alors il doit avoir une déontologie. Cette déontologie, ça doit l'amener à se mettre en situation non pas d'être lui-même face à un invité ou à une personnalité qu'il n'apprécie pas, mais d'être celui qui représente une voix, tout simplement, un porte-voix du peuple.
Donc, je pose les questions que le peuple peut se poser et j'essaie, à partir de là, d'être neutre. Je peux poser une question qui me plaît comme une qui ne me déplaît. Je pense que c'est cette distanciation qu'il faut prendre. Mais on peut bien sûr être un homme de conviction et avoir des idées et des convictions très, très, très fermes. C'est bien évidemment mon cas. Mais moi, quand je reçois un invité à TV Liberté, et je pense que cette démarche-là, et celle des journalistes de la chaîne en entier, est un supplément d'âme. C'est que nous ne cherchons pas à poser la question qui me fait envie, mais la question dont je pense que les téléspectateurs se poseraient en voyant l'invité. Oui, et puis le fait n'est pas de savoir avec tous les invités que vous recevez, vous pouvez pas en connaître plus qu'eux et autant qu'eux sur leur sujet. Mais vous pouvez au moins leur poser les questions que les gens attendent, se posent eux-mêmes. Mais ça, c'est ce qui nous amène à faire ce livre et à appeler le parti des médias. C'est qu'en fait, on parle de caste médiatique. Bon, en fait, il s'est créé un véritable parti des médias avec une véritable tyrannie qui s'exerce à travers cette présence de ce parti des médias qu'on appelle les médias de grande main, de grand chemin, voilà, dominants. C'est une expression de Claude Cholet, je crois, de l'Observatoire du journalisme. Absolument, mais le parti des médias m'a paru et nous a apparu beaucoup plus. Les médias de grand chemin. Mais tout ça doit remonter même à Balzac, qui utilisait ce terme-là aussi, je crois. Mais ce qui est essentiel, c'est de dire qu'il s'est formé un vrai parti et que c'est d'ailleurs tout le début du livre, et après j'essaierai de vous en dire plus. Tout le début du livre, c'est de dire que, en fait, quand Philippe Pédès, on est à Marathon en 490 avant Jésus-Christ, hein, donc vous n'étiez pas encore tout juste, et Philippe Pédès vient et court comme un dératé jusque le camp des Grecs pour leur dire qu'ils ont gagné, que la victoire est acquise contre les Perses. Nenni Nekamen, nous sommes victorieux. Et puis il va s'effondrer et mourir parce qu'il a mis toutes ses forces, tout son effort, tout son souffle pour annoncer cette victoire. Et aujourd'hui, eh bien, on est quand même dans une situation incroyable de différence. C'est que là, c'est lui qui, à bout de souffle, vient de vous dire que a sauvé la patrie. Aujourd'hui, eh bien, c'est la patrie qui est, elle, à bout de souffle, et qui périt de l'emprise même des porteurs de nouvelles. Car si Philippe Pédès était bien un messager, eh bien aujourd'hui les messagers font tout pour tuer la patrie. Ouais. Voilà. Et donc à partir de cela, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait nous un jour dire Nenni Nekamen, c'est-à-dire nous sommes nous aussi victorieux dans une vision alternative de la presse aujourd'hui. Et bien face à cela, il faut véritablement combattre parce que c'est toute l'idée du parti des médias. Il existe un parti des médias qui a véritablement fait un coup d'État, mais pas seulement en France. Mais ce parti des médias se considère lui-même, que vous l'expliquez dans votre livre, comme un contre-pouvoir. Et là, vous vous élevez contre cela. Oui, bien évidemment. Et il a été considéré comme le quatrième pouvoir, puis aujourd'hui comme le premier pouvoir, considéré qu'il est des pouvoir supérieur au pouvoir jurique, au pouvoir... Oui, il se substitue aux juges. Oui, mais il s'est substitué aux politiques, déjà pour commencer, avec l'agrément des politiques d'ailleurs, hein, qui n'ont pas cherché à maintenir leur position, puis au niveau... avec la justice, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les grandes affaires judiciaires de corruption sont liées aux médias. Le juge prévient les médias qui arrivent pour que, lors d'une perquisition par exemple, eh bien, on donne le plus de lustre possible à cette perquisition grâce à la présence des caméras. Et puis, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus un seul témoignage, un seul propos tenu chez le juge qui ne soit pas dans le quotidien Le Monde du soir même. C'est ce qu'on a vu avec la fameuse perquisition dans les locaux de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. C'est là où il a piqué cette fameuse colère, où il a hurlé « La République, c'est moi ». Bon, parce qu'il était... mais enfin, tout ça a été filmé. Oui. Tout ça a été filmé, les caméras sont devant. Normalement, les caméras sont devant. C'est pas logique, c'est-à-dire que pendant très longtemps... Quand vous déclarez quelque chose chez les juges, c'est quand même pas logique que vous lisiez le lendemain matin le compte-rendu de ce que vous avez dit dans la presse. Or, aujourd'hui, on considère, c'est bien le cas d'Edwy Plenel, que c'est une grande chance que cela existe, alors que bien évidemment, c'est donner un pouvoir aux médias qu'ils n'ont pas, parce que le pouvoir dit qu'il défend la démocratie. Non, le média dit qu'il défend la démocratie, qu'il est l'émanation de la démocratie. Non, pas du tout. Les journalistes ne sont pas élus, ils se sont auto-désignés, ils ne sont pas la démocratie. Même ils la mettent en danger, d'ailleurs, aujourd'hui. Il y a une chose qui a été complètement perdue. Je me rappelle, quand j'ai commencé, j'ai jamais été un journaliste professionnel, mais j'ai collaboré très souvent à des organes de presse, et il y avait une déontologie à l'époque où on disait « nous ne sommes pas des auxiliaires de police ».
On peut éventuellement avoir des renseignements de la police, mais on leur fournit pas de renseignements. Et là, en fait, ils fournissent pas de renseignements à la police, ils disent à la police ce qu'ils doivent faire, carrément. C'est la prédominance de cette, comment dire, presse dominante. Une nouvelle fois, je ne mets pas tous les journalistes, je ne mets pas toute la presse, bien évidemment, dans le même sac. Je dis qu'il y a ce parti des médias qui s'élève, qui devient en France une véritable église. C'est l'église catholique. Et elle a pris d'ailleurs la place de l'Église, et l'Église est soumise aux médias dominants d'ailleurs d'une manière assez catholique, hein, l'Église catholique. Catholique. Cathodique. Catholique, oui, je précise catholique. Non, pour nos téléspectateurs. Voilà. Mais et elle a pris cette position-là et exerce une tyrannie, et je crois qu'on en apporte, et ça c'est important, on a cherché à en apporter toutes les preuves de ce qui est un véritable coup d'État médiatique qui crée une véritable syncope de la civilisation européenne. Et je pense que nous avons tout intérêt à regarder cela avec attention. Écoutez, on regardait l'élection présidentielle de 2022 et on s'aperçoit que le parti des médias, par ses manipulations, par ses occultations, est capable de défaire un candidat et d'en faire un autre. C'était encore plus valable en 2017. On revient sur l'affaire Fillon, qui est emblématique, au-delà de l'homme, qui, dans le cas présent, a finalement peu d'importance, tant pis pour lui, mais qui, à travers cette image-là, le parti des médias réussit à détruire une candidature dont on dit, à tort ou à raison, qu'elle sera portée au plus haut, c'est-à-dire à la présidence de la République. On dit que François Fillon va être président de la République, on va le défaire pour y apporter le petit banquier, qui va, lui, être porté par les médias. Et 5 ans plus tard, on a rejoué la même partition en défaisant Zemmour, en essayant de défaire Marine Le Pen, en essayant de défaire aux législatives Jean-Luc Mélenchon, au profit toujours du même candidat. Et d'ailleurs, c'est assez simple d'expliquer pourquoi c'est Macron. Est-ce que c'est pas aussi les médias qui ont porté un temps la candidature de Zemmour pour donner, alors là, c'est même sans mauvaise intention, manipulation, mais tout simplement pour redonner de l'intérêt à une campagne qu'on nous disait jouer d'avance, avec un deuxième tour joué d'avance, Macron-Le Pen. Philippe Randa, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Un journaliste ou un média, c'est quelqu'un qui a besoin de... pas de téléspectateurs ou de lecteurs, puisque ça ne rapporte plus pour ces presses dominantes, mais d'avoir besoin à la fois de l'argent et de la manne de l'État pour les uns, ou alors celle des annonceurs, c'est la publicité qui les fait vivre. Pour cela, bien évidemment, il y a des méthodes. Il y a de la rouerie, et donc on utilise des méthodes, on fait passer on parle de l'un, on parle plus de l'autre, on le redescend. Ça, on essaie de jouer de cela pour maintenir, ce qu'on appelle le storytelling, pour maintenir l'attention du téléspectateur ou du lecteur. Ça, c'est une chose. Par contre, quand on se ligue, quand on prépare une opération entière pour changer le point de vue des Français ou pour leur appliquer une idéologie particulière, alors là, il y a bien un rôle qui est largement supérieur. Prenons un exemple très simple. On sait aujourd'hui que les médias aiment le sensationnel et que le fait d'apeurer les gens, de les effrayer, les fragilise et les amène à continuer à lire et à les regarder. Donc il n'y a plus une seule information qui soit positive, c'est celle qui annonce la fin du monde. On passe donc... de l'anxiogène à l'anxiogène. Voilà, donc on passe de la crise sanitaire directement à la Troisième Guerre mondiale, qui, comme elle n'existe pas, passe au dérèglement climatique. On va donc mourir à la fois de la sécheresse, mais aussi des inondations, mais aussi de la température qui augmente, mais aussi de la température qui baisse. Et du Covid qui revient. Voilà. Mais derrière cela, je comprends très bien, il y a le but de continuer à avoir ses téléspectateurs et ses lecteurs. Ça, je le comprends parfaitement. Sauf que, d'une vision beaucoup plus large, il n'est impossible de dire qu'il n'y a pas eu une connivence, une volonté d'imposer un point de vue dans la crise sanitaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une volonté, une connivence pour imposer aux Français l'idée que toute évolution de la température, d'en haut, de bas, de côté, est due à ce qu'on appelle le dérèglement climatique qui s'appuie d'ailleurs sur un règlement. Parce que là, il y a eu une époque, je ne sais pas si vous y étiez, où il y avait un règlement climatique. Donc là, je pense que c'était mon Dieu qui avait dit qu'il ne faut pas qu'il fasse plus de 17 à Paris. Mais on est dans un dérèglement, donc c'est le réchauffement. Et si c'est le réchauffement, eh bien, il faut un type de civilisation
Il faut la décroissance, il faut bien évidemment aussi et surtout culpabiliser. Donc là, c'est véritablement l'ingénierie sociale qui se met en place. Et puis aussi, ça fait vivre tous ceux qui vivent de l'écologie verte, c'est-à-dire tous ceux qui vendent des éoliennes, tous ceux qui... Voilà, et là, il y a beaucoup de monde qu'il faut nourrir. Donc voilà, mais ça... Pardon de dire que s'il y a des manigances ou des façons de procéder pour attirer l'attention des médias, ça a toujours été le cas. Bon, mais l'idéologie qui est derrière fait que, bien évidemment, on a dépassé ça. On est sous une forme de coup d'État. Moi, ce coup d'État, on l'a évalué, on l'a évoqué, il est simple. Nous, on a fait un choix de raison en se disant à quel moment on a basculé dans ce coup d'État médiatique. C'est-à-dire à quel moment les médias donnent le sentiment qu'ils ont pris le pas sur tout le reste. Et nous, on l'a établi au 5 novembre 2020. 5 novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe le 5 novembre 2020, il y a quelqu'un, c'est pas en France, c'est aux États-Unis, mais il y a quelqu'un qui va dire couper. C'est-à-dire que les chaînes américaines coupent le discours du président Donald Trump. Trump est démocratiquement élu avec 64 millions des voix en 2016. Il va être crédité 74 millions des voix, c'est-à-dire 10 millions de voix de plus. Et il est censuré par les journalistes en plein discours. C'est-à-dire que les journalistes considèrent que le président des États-Unis, première force mondiale, élu démocratiquement, ce qu'il dit ne correspond plus à la Vulgate, à l'idéologie de l'Église catholique. Et donc il faut le couper. Il y a donc un build ou un sous-build ou un sur-build, comme vous voulez, qui prend la décision unilatéralement de couper la voix du président de la République en disant c'est un mensonge, des États-Unis, pardon, pas de la République, des États-Unis, en disant c'est un mensonge, donc on ne l'écoute plus. Et on l'empêche de répondre, puisqu'on lui coupe aussi, c'est que c'est contre Twitter, il est expulsé de tout. Oui. C'est le président de la première puissance mondiale. Alors quand on dit... Donc qui dirige les médias. Et qui dirige les médias. Oui, qui dirige les médias, mais aussi... Vous le dites, Philippe Randa, avec justesse, on va le couper de Twitter. Il a 89 millions d'abonnés sur Twitter. En une seconde, il va être banni. Et donc, il est banni, mais pas par un organisme, là encore, officiel ou un organisme qui a été élu. Il est banni par une start-up californienne. Une start-up. Point final. Donc, la start-up est au même service que les médias. Ce sont donc des médias autoproclamés, autodésignés, qui font taire le président des États-Unis. Au-delà de la personne du président, ça n'a aucune sorte d'importance. Trump ne m'intéresse pas dans le cas présent. Mais ce qui m'intéresse, c'est de démontrer que quelqu'un qui a été élu par 64 millions d'Américains peut être banni à vie. Car dans le coup d'État contre Trump, il y a un élément supplémentaire et absolument ahurissant. Bon, on l'explique beaucoup plus longuement que cela, mais c'est qu'il est banni à vie. Dans un pays, dans un monde où on veut qu'il n'y ait plus de peine de mort, on le condamne à la peine de mort sociale. Rebondissement avec justement Twitter qu'il a expulsé, c'est quand Elon Musk rachète Twitter, la première chose qu'il dit, on lui pose la question s'il acceptera que Donald Trump reprenne son compte, et la première chose qu'il dit, oui, puisque moi je rachète pour qu'il n'y ait aucune censure. Donc ça sert aussi pour lui de justification au fait de racheter Twitter. Oui, mais c'est toujours... Premièrement, c'est pas fait, déjà. Premier temps, c'est pas racheté. Et Donald Trump a lui-même créé son propre son propre réseau. Donc, ça n'est pas fait, il l'a pas encore acheté. Enfin, deuxièmement, il l'a dit. Bon, mais ça n'est pas fait. Et il n'en reste pas moins que les faits sont là. Et que, à partir de là, au-delà du coup d'État médiatique, il y a véritablement une tyrannie médiatique qui s'exprime. Et là, on le voit, des affaires qu'on a mis en exergue, qu'on a rappelé aux lecteurs, qu'on va rappeler, parce que certains, bien évidemment, on les a oubliés, parce que ça va très vite, et d'autres qu'il faut retenir. Et on a pris, par exemple, l'exemple du Capitole, donc de l'attaque du Capitole, l'assaut contre la démocratie au Capitole. Ça, ce sont les médias. Et là, on a mis en parallèle les points de vue des médias américains et des médias français. C'est-à-dire la façon dont les médias vont réagir à cette affaire, dont je rappelle quand même qu'il y a aujourd'hui 314 personnes poursuivies. C'est quand même pas la tentative de putsch totale. C'était une intrusion, certes illégale, évidemment, mais désordonnée. Quelques moments assez folkloriques. Il y a eu qu'un mort, je crois, un policier pour... Non, mais voilà, Philippe Randa, tiens, bien joué.
Bien joué. Vous voyez comme quoi le coup d'État des médias, c'est que dans cette affaire du Capitole, on se dit, premièrement, il y a eu véritablement un putsch. Libération titre en France, Capitole, une tentative de coup d'État dans une guerre raciste. Voilà, les choses sont mises en place. Dans la réalité, il y a eu une seule victime. C'est un partisan de Donald Trump. C'est une femme, d'ailleurs, s'appelle Ashley Elizabeth Babbitt, qui va être tuée. Et là, il y a un policier dont on va dire le policier a été tué par les partisans de Trump. Et on garde ça à l'esprit parce que, bien évidemment, ça a été martelé. Ce policier s'appelle Brian Sinek, je crois, Sinek. Et en fait, on a découvert qu'il est mort d'un AVC le lendemain. Un AVC le lendemain. Donc, il n'y a pas de lien, de corrélation entre les événements du Capitole et la mort de ce policier. Et ça va être rectifié. Par exemple, l'AFP va être amenée, l'agence France-Presse, ou l'agence gouvernementale, va être amenée à rectifier cela, sauf que les événements se déroulent le décembre 2020. Il y aura un rectificatif qui va arriver en avril 2021, très discret, et hop, toujours. Et voilà. Et donc là, il y a un basculement de légitimité. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que aujourd'hui, les médias imposent leur vulgate, ils imposent leur méthode, mais ils imposent surtout une idéologie qui, bien évidemment, est contraire à la liberté. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de ce qui, lorsqu'il y a les réseaux sociaux et la presse de réinformation, la presse alternative, je ne sais pas comment vous aimez présenter... Alternative. Parce qu'elle était alternative aux autres, parce que... pardon, je coupe, mais je vous redonne la parole tout de suite. Je suis désolé, mais... on aboutit avec Philippe Millot, on aboutit à cette conclusion que pour combattre les médias de grand chemin, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de mettre en place des médias, cette fois-ci alternatifs. Voilà. C'est justement la solution. Je vous la donne, vous voyez, il n'y a pas besoin de lire la fin. À l'expansion à la multitude de ces réseaux de réinformation alternatifs et tout, les médias mainstream, donc les médias ont mis le parti des médias a justement lancé à une époque, on en parle beaucoup moins maintenant, justement les désintox, tous ces sites qui disaient attention, tel organe de presse, telle télévision, telle radio était méfiez-vous des informations, ils mentent, ce sont des fake news. C'est là où le terme fake news est arrivé, je crois, dans le langage commun pour la première fois. Oui. Et finalement, on n'en parle plus tellement de ces... Non, parce qu'en fait, les médias sont hégémoniques. C'est Le Monde qui avait lancé un désintox, je crois. Oui, ils ont tous fait, Libération a fait ça, en fait, c'était de la délation, en fait, sur les... Voilà, il y a même des journalistes qui ont été employés par la Silicon Valley, notamment par Facebook, qui ont été employés, donc payés, pour faire ce travail de délation auprès de Facebook. C'est le cas de journalistes de Libération, par exemple, qui se sont adonnés à cela. Là, on parlait de déontologie, de charte déontologique, on en est loin. Mais les médias hégémoniques, ils déploient toujours une défense. Donc, comme ils voient qu'ils sont attaqués, il y a une contre-attaque qui fait long feu, parce que, bien évidemment, les gens ne sont pas dupes. Comme ils ne sont pas dupes, les élections le montrent, ils sont tout au moins pas tous dupes du fait qu'il y a la volonté de neutraliser les interlocuteurs par des imputations. Alors, les imputations, c'était le populisme, ça a été à nos époques le fascisme. Aujourd'hui, c'est le terme complotiste. Voilà. Mais s'agissant du contre-pouvoir qu'ils s'attribuent... Ils indiquaient que c'était des fake news, c'est-à-dire que ce sont des gens dont les informations sont fausses. Oui, mais comme c'était des mensonges qui étaient sur les mensonges, alors là, il faut regarder les émissions de l'immédiat de Jean-Yves Le Gallou, il a pu démontrer X fois que, bien évidemment, c'était l'idéologie qui prévalait dans cette justement, en 2012, je crois, ou dans ces années-là, en tout cas, Jean-Yves Le Gallou avait publié un livre qui s'appelait La dictature médiatique, si je me souviens bien, qui c'était avant la création, d'ailleurs, de TV Liberté. Je pense même que ce livre a été peut-être inspiré, en tout cas aidé Philippe Millot, au moment de la création de TV Liberté, à prendre cette décision. Et est-ce que les médias, justement, aujourd'hui, ne redoutent pas plus que tout le fait que de plus en plus de gens ne les lisent plus, ne les écoutent plus, ne les regardent plus, et regardent de plus en plus ce que l'on appelle vulgairement les réseaux sociaux ou les sites de réinformation, et qui sont quand même de plus en plus de bonne qualité, et bien sûr des télévisions comme la nôtre. Oui. C'est ce qui les rend quelque part peut-être aussi hargneux. Vous savez, il y a un réflexe corporatiste au sein des médias, des médias du système en tout cas, d'une grande partie en tout cas, qui fait qu'ils ne supportent pas de se voir
voir concurrencé par des gens qu'ils considèrent comme étant le n'importe qui peut dire n'importe quoi pour faire ça. Ils sont convaincus d'être détenteurs de la vérité. Voilà, c'est ça. Ils sont convaincus de cela d'autant plus facilement qu'ils se ressemblent et s'assemblent. En fait, et là, on en apporte les preuves encore. On s'aperçoit que l'ensemble des gens qui possèdent la carte de journaliste sont à peu près le même profil aujourd'hui. C'est vraiment un profil qui Ils sont formatés dans les écoles de journalisme. Vous parlez dans votre livre d'une école où les écoles pour des familles généralement aisées qui envoient leurs enfants dans des écoles d'élite, quoi, pour l'information. C'est simple encore. Aussi, on apporte la preuve. Un journaliste aujourd'hui, pas celui de presse alternative et pas de TV Liberté, mais un journaliste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en moyenne, pas tous, car il y a des staccanovistes et des mal payés, y compris dans la presse, par exemple, d'information, mais globalement, les journalistes aujourd'hui, c'est de l'ordre le salaire moyen est de 1 000 € supérieur au salaire moyen d'un Français. Bon. Mais ils sont issus, je dis souvent, ils naissent ensemble, ils vivent ensemble, ils couchent ensemble, ils meurent ensemble. Et donc, ils forment une véritable caste, un parti, un entre-soi. Qui les amène à penser la même chose. Et donc, ils sont convaincus d'avoir la vérité, parce que bien évidemment, Roland et Philippe sont d'accord entre eux, vous êtes d'accord entre vous, personne ne vient vous contredire, donc vous pensez que la France entière pense comme vous. Malheureusement, pas encore. Pas encore. Et eux se voient se déliter par toutes de manière poreuse, par tous les petits ruisseaux. Il y a des fuites dans la presse, et des fuites qui sont, d'autant plus préjudiciables qu'elles se révèlent tels actes. Exemple, il y a 2 ans sur TV Liberté, on était censuré parce qu'on disait que le vaccin, le virus du Covid était né dans un laboratoire, pouvait être né d'un laboratoire. C'était interdit. Et l'OMS interdisait que ça soit signifié, donc sur YouTube, si vous indiquiez cela, vous n'aviez plus d'émission sur YouTube où elle était retirée. Bon, 2 ans plus tard, j'écoute Patrick Cohen, c'est intéressant parce que lui, il est la synthèse, la quintessence du parti des médias, et 2 ans plus tard, il vous explique doctement que oui, ça se pourrait bien que ça soit venu d'un laboratoire. Oui, il se pourrait bien que cette étude ait été demandée par des Américains. Oui, il se pourrait bien que celui qui l'avait demandé... L'OMS l'a dit. Voilà, et que celui qui avait demandé cette étude est celui-là même qui a dit que ce virus ne pouvait pas naître d'un laboratoire et a même fait, je pense, partie de la délégation qui s'est rendue en Chine. Pourquoi Patrick Cohen fait ça ? Parce qu'à un moment donné, le parti des médias s'aperçoit que... il faut mieux récupérer l'information plutôt que de laisser penser qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont trompé sciemment. Donc voilà une astuce, un moyen. Mais dans la réalité, ils ont le sentiment qu'ils sont le pilier de la démocratie. En fait, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils portent la vérité, qu'ils sont piliers de la démocratie. Et à cela, il faut toujours dire que la démocratie, elle est née en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, sans rapport avec l'information imprimée, qui va apparaître 1000 ans plus tard. Donc la démocratie n'a rien à voir avec eux. Elle n'est pas un contre-pouvoir, cette presse. Elle est un pouvoir contre la démocratie. Et c'est aujourd'hui pour cela qu'il faut la combattre, qu'il faut la défaire. Et dans le terme la défaire, c'est bien évidemment, il y a plusieurs notions de possibilité de défaire. En l'occurrence, il faut s'en libérer. S'en libérer, c'est la possibilité de retrouver une information vraie et de revenir. Et sur 1000 cas, nous en prenons des significatifs de ceux que vous ne connaissez même pas. J'invite vraiment... je ne sais pas là pour dire qu'il ne faut pas le lire. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le lire. Mais je crois que ça va apporter beaucoup d'éléments sur cet ensemble de ce parti des médias qui nous bouffe la vie. J'ai appris beaucoup de choses, dont une chose que je garde pour le final. Martial Bill, vous venez justement de parler du Covid et du laboratoire à Wuhan, où effectivement, ce qui était interdit de dire il y a 2 ans, peut-être maintenant, officiellement on peut, puisqu'ils veulent récupérer l'information. Mais on avait quand même présenté l'élection d'Emmanuel Macron comme l'élection voulue par les médias mainstream de l'époque et qui tous les grands médias avaient fait sa campagne en 2017. Il y a quand même des choses qui ont changé en 2022. Vous trouvez ?
Parce que, et certes, trouvez que pour il a l'élection été présidentielle, vous trouvez qu'il a réélu, été- mais si les médias mainstream avaient autant de pouvoir que ça, il n'aurait pas pris cet échec, pour pas dire autre Non, mais chose, il y a sa stratégie. aux législatives. Il y a ses stratégies. Il y a- Et c'est quand même pas les médias qui ont Philippe fait en Randa. sorte qu'il Philippe n'ait Randa. pas la majorité. Philippe Randa, il prend ses décisions, il fait sa propre stratégie. Et je ne dis pas que les médias imposent à Emmanuel Macron sa stratégie. Non, mais- Il fait une mais stratégie ils ne l'ont premier- plus soutenu. Il fait une stratégie à la présidentielle contre l'extrême soutenu, droite. non plus Il fait une soutenu, stratégie contre les aux législatives contre l'extrême gauche. Ça entraîne ce que ça doit entraîner. Et puis il y a des faits qui interviennent. Les exactions, pour ne pas dire plus, au Stade de France, vont peser sur les élections législatives. Ça, les médias ne peuvent pas, comment dire, Mais il y a quand le même eu prévoir. un Sauf changement qu'ils sont d'approche capables- des Ils sont médias. capables. Oh, dans le Stade de France, vous trouvez que les médias ont dit tout de suite la réalité, la vérité? Vous trouvez qu'ils se sont mis au service de la vérité? Je ne suis pas convaincu de cela. Je veux dire pourquoi. Donc ça veut dire que la puissance des médias n'est pas si importante que ça, puisque Emmanuel Macron n'a quand même pas réussi à avoir de majorité aux élections législatives. Oui, il a été réélu, certes, C'est avec un un premier point, il a bien été moins réélu. bon Après, score. si pardonnez-moi, il fait des conneries, c'est quand même pas les médias qui vont l'empêcher de les faire. Mais en l'occurrence, il a été réélu. Il a été réélu alors que pendant 5 ans, il a fait une politique absolument épouvantable, que La rue pendant était contre lui. qu'il n'a pas fait campagne. Je veux dire, les médias ont été charmants avec le président de la République, qui n'a pas fait campagne. Quand il dit qu'il ne veut pas de débattre au premier tour avec les candidats à la présidence de la République, quel est le média qui s'élève contre ce déni de démocratie? Alors on dit, non, institutionnellement parlant, il n'est pas obligé de le faire. Oui, mais enfin, moralement, il est quand même obligé de le faire. Tu n'as pas de programme, ça pose pas de problème. On fait sur TF1 un publi-reportage de 2 heures avec Madame Coudray et l'autre. Pendant 2 heures, Macron, ma vie, mon œuvre. C'est la première chaîne privée de France. Vous me dites que non, il n'y a pas d'aide d'Emmanuel Macron. Mais je vais vous dire, Philippe Randa, mais je vais vous dire pourquoi. C'est que les médias n'ont quand même pas réussi à lui faire, à le sauver aux législatives. Ça veut dire que leur pouvoir est quand même limité à un certain moment. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise que les médias n'imposent pas quand même le bulletin de vote des gens dans l'urne. Non, mais ils essaient de le influence... préempter en amont. Oui, mais leur influence n'a pas été visiblement. Là, il y a eu un bug. Je pense que si l'influence des médias où la vérité éclatait, c'est-à-dire si les médias faisaient leur travail à l'égard d'Emmanuel Macron, il n'aurait pas eu 245 députés encore, oui, malgré tout. Mais c'est une majorité relative, il n'aurait quand même pas eu 245 députés. Mais pourquoi les médias aident Emmanuel Macron? Pourquoi, en fait, ils aident ce type de personnes? Mais parce que ce sont eux qui les nourrissent aussi. Parce que, vous savez combien touche aujourd'hui, ça aussi c'est une étude que nous faisons, et c'est un chiffre que nous n'avons jamais, qui n'a jamais été donné, combien touchent les médias? Combien ils vivent grâce à vous, Philippe Randa, grâce à vous, Roland Elie, grâce à votre impôt? Quel est le chiffre annuel? Je sais pour les quotidiens, la presse de la presse, le reste je ne sais pas. Eh ben voilà, la manne publique de l'argent des contribuables pour financer la presse. Je vous laisse le dire. Pour alimenter les services publics de l'audiovisuel, comme dirait Goldnadel, eh bien c'est de l'ordre de 6 milliards par an. 6,2 milliards d'aides. C'est-à-dire que Macron, en 5 ans, a fait à la presse un chèque global, total, de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Et je ne compte pas, bien évidemment, les aides à la presse qui ont été de surcroît ajoutées pendant la période du Covid, les salaires qui ont été pris en charge, etc. Je mets cela de côté pour des raisons à la fois... Il n'a pas aidé que les journalistes. Le quoi qu'il en coûte, beaucoup en ont profité. Sur l'aide aux journalistes, eh bien, il y a 30 milliards en 5 ans. Voilà, ça ne sera pas remis en cause. Ça peut être remis en cause par Marine Le Pen, ça peut être remis en cause par Jean-Luc Mélenchon peut-être, ça n'est pas remis en cause par Emmanuel Macron. Mieux, c'est porté par des soutiens qui font que aujourd'hui, quand vous achetez l'Humanité, 50 centimes du journal est payé par vous. Donc quand vous voyez un lecteur de l'Humanité dans la rue, il n'y en a plus. Mais si vous en voyez un, vous lui dites pas parce que tu peux me rembourser les 50 centimes parce que je te les ai payés. Mais pour le Parisien, c'est la même chose, alors que le Parisien appartient à un oligarque, appartient à la 3e fortune mondiale. C'est-à-dire qu'on lui donne 12 millions. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. C'était déjà le cas sous François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été remis en cause. Mais ça a été, qui te nourrit, vieux? Qui te nourrit? Si tu es nourri par, la manne, une main plutôt, eh bien tu es servile à l'égard de cette main pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qui fait que la presse alternative fonctionne?
Pourquoi elle fonctionne? Mais parce qu'elle ne doit rien à personne. C'est la fable du loup et du chien. Je veux dire, ouais, c'est vrai que quand nous, on est le loup, et puis les autres sont le chien. Et le chien, il est gras, et puis il est beau, et puis il donne envie, et puis il a une belle niche, et puis le loup, eh bien, il crève comme tous les loups. C'est le loup qui est dangereux. Voilà, oui, d'accord, mais sauf qu'il est libre, le loup. Il n'a pas le collier. Il n'a pas la trace du collier au cou. J'ai pas la trace du collier au cou. Bon, mais ça, bien évidemment, ça nécessite beaucoup d'abnégation. Ça nécessite aussi, il faut bien le dire, de jouer les agents recherche d'argent, ce qui est aussi une de mes fonctions, qui n'était pas la fonction première d'un journaliste. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce sont les donateurs qui sont ici les gérants, les garants de TV Liberté. Il n'y a qu'à eux qu'on doit de l'argent, qu'on doit des comptes, pardon. On ne doit pas d'argent, mais on doit des comptes à nos téléspectateurs et à nos donateurs, à personne d'autre. Moi, je ne prends pas la décision de tel oligarque, de tel groupe étatique, de tel milliardaire, de telle banque. Rien de tout cela. Alors, bien évidemment, on vit chichement. Mais on est libre, de la vraie liberté. C'est pour ça que c'est vraiment libre. Quand on donne 6 milliards d'euros, quand on est à financer les salaires en période Covid, mais sinon on finance les aides fiscales ou les aides à l'impôt, quand on finance les aides postales, quand on finance la publication, l'impression, quand on finance... qu'on finance, on en arrive à bien évidemment une forme de servitude. C'est réel. Les journalistes vous diront que non, et individuellement, bien évidemment que non. Je n'ai pas dit qu'un journaliste de France 2 était lié à Macron parce qu'il était payé par le service public. Je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est que ces principes-là, aujourd'hui, aboutissent à cela. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série de décisions à prendre. Notamment, qu'est-ce qu'on fait de la redevance audiovisuelle? Est-ce qu'on continue à avoir un service public? Est-ce que, etc., etc. Ben ça, je vous invite à lire le livre. Et j'essaie quand même de faire un peu de... Alors, le parti des médias, donc, a un ennemi, et cet ennemi, c'est la presse libre. On est bien d'accord. Oui. Et la presse libre, l'un des éléments moteurs de la presse libre aujourd'hui, c'est TV Liberté. Oui. Vous êtes toujours d'accord. Ce qui est notamment, oui, notamment, mais c'est, on s'en rend compte tous les jours. Et quel est, à votre avis, Martial, est-ce qu'un jour viendra où justement des chaînes comme la nôtre, chaînes libres, chaînes indépendantes, pourront accéder, ça avait été envisagé à un moment pour d'autres, dans d'autres cas de figure, pour être sur toutes les télévisions. Je crois que c'est déjà possible avec une application. Oui, avec une application, mais est-ce que c'est envisageable? Je vais dire en espagnol, comme ça c'est beaucoup moins vulgaire, mais il faudrait déjà que les politiques aient les corones. Voilà. Bon, on s'aperçoit qu'il y a même des femmes politiques qui ont plus de corones que d'hommes. Mais ça c'est la première des choses, c'est-à-dire qu'il faut que, et au-delà du propos un peu grossier, que le politique reprenne sa place. Reprenne toute sa place. À partir de là, il est en capacité de décision. Et la décision politique, eh bien, elle peut faire du jour au lendemain de TV Liberté une chaîne d'information qui pourrait aller aux généralistes d'ailleurs, parce que les deux fonctions sont possibles sur la TNT du jour au lendemain. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de l'être? C'est une décision politique, c'est un choix politique. Un choix politique qui dès le départ, est gravé dans le marbre, puisqu'il faut passer par l'ancien CSA et signer une charte, qui est une charte dite de la diversité, que nous ne souhaitons pas signer. Donc dès lors que nous ne la signons pas, nous sommes mis au banc. Mais on peut totalement concevoir que, premièrement, on mette fin à ces organismes de police de la pensée, et que de secondo, eh bien, il y ait une décision politique qui permette à une vraie presse d'information libre, exemplaire, qui ne soit pas un succès d'année, qui ne soit pas un ersatz, qui ne soit pas quelque chose qui se cherche, qui ait des velléités d'alternatives, mais qui, bien évidemment, n'est pas pleinement et entièrement dans cette hypothèse de travail ou dans cette façon de penser, bien que ça puisse exister. Donc TV Liberté sur la TNT, ça peut être du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça que depuis la naissance de TV Liberté, nous multiplions les émissions, nous multiplions les thématiques, les essais, et nous multiplions la programmation. Aujourd'hui, ce sont plusieurs émissions par jour et plusieurs dizaines par semaine. Un journal télévisé qui est très lourd, mais tous les soirs, avec, je le rappelle, toujours 6 personnes pour faire un journal télévisé, 3 journalistes, 3 techniciens, cadreurs, monteurs et réalisateurs, là où le journal de TF1, pas la même chose bien sûr, mais qui emploie plusieurs centaines de personnes. Alors, si je vous pose la question, demain on peut être sur la TNT. Nombreux sont les téléspectateurs de TV Liberté.
j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais c'est notre cas à tous qui se pose la question souvent. C'est pour ça que je me suis permis de vous la poser, cette question. Alors, qu'est-ce que TV Liberté prévoit, à moins que ce soit dans le secret encore des dieux, mais pour quels sont les plans d'avenir pour du développement? Le plan d'avenir de développement, c'est exactement ce que Roland Elie me posait comme question, c'est bien évidemment de se mettre en situation d'être une chaîne généraliste. Quand est né oui, mais TV Liberté... en attendant, parce que ça, du jour au lendemain, ça peut basculer, mais en attendant, il y a d'autres... En attendant, on sait le faire. Oui. Pardon, là encore, vous êtes désagréable avec vous, et vraiment, je ne veux pas l'être, parce que vous êtes aussi partie prenante dans la présence de ce livre aujourd'hui. Je suis là pour faire l'avocat du diable, Martial. Voilà. Je sais, je connais cela. Je connais ça, moi, ça me fait insulter comme ça, en disant, oui, mais Martial, quand même, comment tu fais? Je me fais l'avocat du diable pour aboutir à une réponse. Quand on disait, la première fois qu'on a hésité, la première chose qu'on m'a demandé, c'était, entretien que j'ai donné, le dernier, ce que j'en donne plus à la presse. Au parti des médias, je ne côtoie plus du tout. Mais c'était encore Marianne, le journaliste était sympa, il me dit, qu'est-ce que vous voulez être? Et je me suis dit, je vais lui dire quelque chose, j'ai dit, on va être le Fox News à la française, parce qu'à l'époque, Fox News était un peu en odeur de sainteté. Ils en ont retenu que je voulais être le conservateur. C'est pas ça que je voulais dire, c'est-à-dire que je voulais que l'impact de la liberté, l'influence soit celle de Fox News aux États-Unis. Il n'y a que ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire, je voulais faire pareil exactement. Mais c'était bien sûr une vue de l'esprit. Il y a 9 ans de cela, c'était une vue de l'esprit. C'était pirouette, une rodomontade. Bon, aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. On est en capacité. On est en capacité. Il y a des partis politiques qui vous disent on est en capacité de diriger le pays. Bon, des fois, ils apportent la preuve que c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir véritablement avoir une chaîne généraliste avec des milliers d'heures de programmes à nous, avec des documentaires à nous, avec des journalistes d'investigation à nous, avec des spécialistes de la gastronomie à nous, de l'histoire, de la culture. Bref, on est capable de se mettre en marche. Non, c'est mauvais. De se mettre en action pour arriver à former cela et à poursuivre ce qui est notre travail. Il y a quelques jours, j'ai dit, ça a beaucoup choqué les gens, j'ai dit, mais il y a eu des illusions, il y a eu des déceptions dans les élections parce que tel n'avait pas gagné, y compris dans le camp patriote, c'était pas entendu. Bon, beaucoup de choses qui étaient agaçantes, je le conçois très bien, et qui ont créé des déceptions, comme à chaque fois, puis aussi des grandes joies, le nombre d'élus, etc. Bon, voilà, donc des moments différents et donc un ensemble un peu mitigé. J'ai dit, mais moi, on n'est pas dans une bataille politique. TV Liberté, c'est pas une bataille politique. Il soutient tous ceux qui défendent l'esprit français. Voilà, donc on a toujours reçu toutes les personnalités. Ça n'a jamais été partisan pour une chapelle ou une autre. Ah, jamais, et ça ne le sera pas. Mais par contre, ce que nous voulons gagner, c'est la bataille de l'audience. On ne l'a pas gagné, mais quand même, on est en voie de la gagner. 5 millions de vues par mois, de visiteurs uniques, 500 000 abonnés sur YouTube, 300 000 sur Facebook, alors qu'on est coupé, alors qu'on est blacklisté. Et surtout, 9 ans d'existence, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et 9 ans d'existence. 9 ans d'existence, et ça, c'est pas si mal, c'est même extraordinaire. Y compris pour les donateurs qui nous disaient dès les premiers jours, je donne, mais... oui, c'est pour vous faire plaisir. Voilà. Bon, alors ça tient aussi à des personnalités. La personnalité de Philippe Millot, elle n'est pas pour rien dans les 9 ans d'existence, dans les personnalités des journalistes. Je pense à Élise Blaise, Pierre Bergerot, Olivier Frère-Jacques, Vincent Moulier, et bien d'autres, à toute l'équipe, puis qui ont bien évidemment œuvré, et Élise en tout premier, qui ont vraiment façonné la chaîne. Cette bataille de l'audience, on la mène, et quelquefois on dépasse allègrement les chaînes du parti des médias. Mais on gagne la bataille de l'influence. C'est celle-ci qui m'intéresse, parce que la bataille politique, il faut qu'elle soit menée par ceux qui le souhaitent, et il y a des engagements militants. Nous avons eu des engagements militants, j'en ai eu, donc je ne vais pas être désagréable et dire du mal de ceux qui s'engagent. Et c'est très beau et c'est très bien quand c'est avec l'honnêteté et la pureté qui est souvent celle des militants patriotes. Donc ça, pas de souci. Nous sommes dans une bataille de l'influence, c'est-à-dire que c'est une bataille culturelle dans laquelle nous avons la volonté que l'histoire soit regardée telle qu'elle est, que la culture française et européenne soit regardée telle qu'elle est, parce que il y a bien évidemment des gens qui souhaitent la changer, il y a des gens qui déjà la changent, il y a des gens qui idéologiquement, par le wokisme, la concept de culture, veulent la faire oublier. Notre civilisation, elle est remarquable, et parce qu'elle est remarquable, elle doit être maintenue. Et ça, c'est le travail d'influence que nous avons. Je ne dis pas qu'on le gagne, celui-là.
parce qu'il y a beaucoup de vents contraires. Beaucoup. Justement, mais c'est le but. Petite question, parce que pour développer l'audience, il faut pouvoir être répercuté, partagé sur les réseaux sociaux et tout. Il y a quand même pas mal de problèmes avec YouTube, Facebook, Twitter. Vous avez fait part assez souvent des moments où vous avez été puni sur YouTube, où les émissions ne pouvaient plus passer pendant un temps. Il y a eu un caractère foudroyant du développement numérique qu'a laissé le système médiatique totalement abasourdi pendant très longtemps. Il y a eu de la libération de la parole. Et puis là aussi, de la même façon qu'ils avaient essayé de faire croire qu'il y avait une contre-information ou une information différente avec des intox, etc., eh bien, ils ont créé une contre-offensive de la censure. Elle est venue d'ailleurs des États-Unis. Elle est née avec la presse libérale, la presse progressiste aux États-Unis. Elle s'est diffusée à travers la Silicon Valley, qui est un microcosme, là encore, caricatural, une société postmoderne de service où le progressisme est un postulat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les GAFAM, c'est une mise au pas de l'Internet. Mais on peut mettre au pas les GAFAM. Et là, je vous invite à le lire et pas seulement le publier. Il y a la volonté... Je plaisante. On a travaillé ensemble aussi. C'est bien la peine d'avoir pris des modes, d'avoir fait tout ça. Les éditeurs, tout ça pour me faire entendre dire. Mais il y a la possibilité... Et je vais vous prouver après. En finale, je vous prouverai que je l'ai lu. Bien sûr. Non, j'en doute pas. On y a travaillé. Suffisamment. On y a travaillé suffisamment ensemble pour savoir que vous y avez participé. Moi, je crois qu'il faut une législation nationale de subordination des GAFAM contre l'ingérence des GAFAM dans la vie démocratique. Mais c'est quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est une épée de Damoclès aujourd'hui, au moment où nous parlons, évidemment. Mais ça fragilise la presse alternative, bien évidemment. Mais... Parce que là, c'est pas un problème de justice. En 2018, quand on a été coupé par YouTube, quand on a été coupé totalement par YouTube en 2018, ça a duré 15 jours, 3 ça a duré plus que ça, 3 semaines. Nous avons passé cul par-dessus bord. On s'est dit, c'est fini de la presse alternative. Parce que nous n'avons plus les moyens de nous exprimer auprès de nos téléspectateurs. On a trouvé des petits moyens. On ne pouvait pas vous trouver sur YouTube, mais on pouvait toujours trouver sur le site Internet. Oui, sur le site Internet. TV Liberté existait, mais il fallait... Voilà, parce qu'en fait, sur le site Internet, ce sont des émissions qui sont quand même téléchargées sur une plateforme vidéo. Voilà, elles sont pas ex nihilo. Il faut qu'elles se trouvent une plateforme sur laquelle on s'installe pour les diffuser. Donc, on a créé nos propres réseaux à nous pour pouvoir télécharger ces émissions, les proposer. Comme Donald Trump. Oui, bien sûr. Tout ça, nous sommes cherchés. Aujourd'hui, si nous sommes coupés de YouTube, ça sera un coup dur, un nouveau coup dur, et financièrement, un coup dur qui, des fois, est particulièrement dangereux. Mais ça ne suffira pas pour faire taire TV Liberté, qui aujourd'hui a trouvé les méthodes, les moyens de pouvoir s'exprimer et de toucher les téléspectateurs par ailleurs, qui eux comprennent d'ailleurs que quand on est privé d'une plateforme, on peut aller ailleurs. Il y a vraiment tout un travail, qui est un travail que doivent mener les téléspectateurs en priorité, c'est de savoir... bouger, c'est-à-dire hop, tout de suite, je ne suis plus disponible à cet endroit-là, je cherche à savoir où je dois aller, et hop, je vais les rejoindre là où ils sont, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la newsletter, au bulletin en français de TV Liberté, pour savoir tout cela, pour suivre, pour continuer à être lié, parce que si on n'est pas une communauté, au sens vrai du terme, alors on est mort. Parce que TV Liberté existera toujours par son site. Donc on pourra toujours... Le problème, c'est que les gens ont l'habitude d'aller... Sur d'autres plateformes. On trouvera toujours... Aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir continuer à fonctionner. Donc bien sûr, je ne veux pas vous dire que c'est magique et que YouTube ne sert plus à rien pour TV Liberté. Néanmoins, nous ne sommes plus tributaires à 100% de YouTube. Nous avons déjà réussi à récupérer des formes d'indépendance par rapport à YouTube, comme nous essaierons d'avoir toujours des formes d'indépendance par rapport à Facebook. Nous ne nous satisfaisons pas d'être aux mains des GAFAM dans l'expression de la liberté de notre parole. Pendant longtemps, on a dit acheter le livre Défaire le parti des médias en l'achetant sur Amazon. Bon, c'était dans notre esprit un contresens, puisqu'on disait allez l'acheter chez les GAFAM. Bon, on a créé une boutique avec une librairie, avec quelqu'un qui s'en occupe, et les livres arrivent, et les livres permettent d'avoir des livres qu'on ne retrouve pas partout, qu'on ne trouvait pas sur Amazon. Bon, bref, et c'est un service qui marche très bien. Et c'est un service qui marche très bien, aucun reproche. Bon, voilà, on a contourné, on contourne dans toutes les comment dire, dans toutes les possibilités que nous avons. Les seuls
difficultés, c'est les difficultés financières, bien évidemment. Faut pas se leurrer. Voilà, d'avoir nos propres serveurs coûte aujourd'hui une fortune. Voilà, c'est une difficulté pratique. Mais c'est pas une volonté politique, c'est pas un problème politique. On a quelque part, connaissance de comment on peut faire. Quelque part, justement, autour de TV Liberté, c'est créé une sorte de communauté, si je puis dire, de téléspectateurs. Aujourd'hui, on me dit c'est pourri comme terme, mais moi non, c'est une communauté de téléspectateurs qui aujourd'hui placent leur confiance, placent leur source d'information dans les différentes émissions de TV Liberté. Et ça, c'est important de le souligner. Et tout ce qui peut se faire autour, que ce soit les éditions, les diffuseurs, enfin tout ce qui est fait autour, on doit habituer aussi tous nos amis aujourd'hui à faire marcher ce genre toutes ces activités parallèles et tout cela. Tous les gens qui viennent présenter des initiatives, quelles qu'elles soient, que ce soit culturelles, politiques, sociales, associatives, tout ce qu'on veut, tous ces gens, il faut évidemment les encourager, nos téléspectateurs, dans la mesure où ça les intéresse et dans la mesure où ils sont d'accord avec, à soutenir et à participer à toutes ces activités. Ce qui fait la puissance de TV Liberté, qui doit être le navire amiral, quelque part, de la contre-information et de la contre-culture. Vous avez raison, Roland. Aujourd'hui, par exemple, un journaliste qui est de droite, j'utilise le terme facile, je sais bien que là aussi, les termes sont souvent... On va faire simple, qui est de droite. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était impossible. Bah oui, c'était impossible. Quelques modestes gazettes, et puis c'est tout. Valeurs actuelles par beau temps, à l'époque, et surtout pas le Figaro, encore moins à l'époque. Aujourd'hui, oui, bien sûr, les minutes à l'époque. Mais aujourd'hui, un journaliste qui est de droite peut faire carrière, il peut réussir, il peut travailler à TV Liberté, ou à l'Incorrect, ou à Éléments, et le lendemain être demain à Valeurs Actuelles, puis au Figaro. Il y a des exemples. Et il y a des exemples. Voire à cette thèse nationale. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a une véritable école de formation possible, et il y a un vrai débouché. Mais encore aussi un petit peu vulgaire, mais c'est la réalité. L'école de formation, aujourd'hui, tu es journaliste, tu veux défendre tes idées, tu n'es pas obligé de passer sous les fourches codines, de passer pour un militant de NUP et un wokiste. Tu peux vivre de tes convictions et tes idées. Et moi, je trouve ça... je trouve que c'est aussi un succès, que c'est réussi, ça. Alors justement, Martial, dernière question, pour un mot presque le mot de la fin. Par Martial après. Pour vous prouver que j'ai lu votre livre et qu'on apprend des choses quand même étonnantes dans ce livre, puisque j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, et on va comprendre, c'est dans ma question. Quand vous avez créé le premier site Internet politique, vous imaginiez l'aventure un jour de TV Liberté d'en arriver là, car vous avez été, c'est dans votre livre, je cite le livre, que vous avez été créé en 1996 par Martial Bild, le tout premier site français d'un parti politique. Oui. Alors c'est une longue histoire, mais et quelques autres choses que vous avez créées aussi, qu'on trouvera dans le livre. Premièrement, j'étais engagé politiquement, j'étais au Front National, je suis fier d'avoir été au Front National, parce qu'on me dit tout le temps, est-ce que ça ne te gêne pas d'avoir été au Front National? Non, j'étais très fier, moi j'ai été un combattant des libertés, toujours. J'ai combattu le communisme, c'est pour ça que je suis rentré au Front National, combattre les idéologies totalitaires, donc le communisme, je vois pas en quoi j'en serais pas fier, je le laisse sur ma fiche Wikipédia, moi, je ne vous reprochais pas ce genre d'engagement politique, on serait mal placé ici. J'ai l'impression que vous ne me donniez pas le nom du parti pour avoir... pas du tout. Moi, je vous le donne, et c'est important de le dire. Il est dans le livre. Et c'est important de le dire parce que si je n'avais pas eu le président qui s'appelait Jean-Marie Le Pen à l'époque, et qui était totalement ouvert à ces nouveautés numériques, qui était même friand de ces nouveautés, donc le numérique, tous les supports nouveaux, etc. Il était très partie prenante, on n'aurait pas pu le faire. Et nous avons fait notre site internet, grâce bien évidemment à Jean comme Arnaud-Soyer, etc. pour la technique, parce que moi j'étais le politique qui le montrait, je ne savais pas le faire. Le faire, c'était autre chose. Eh bien, on l'a fait, et j'ai appris incidemment, ça c'est pas dans le livre, mais on vendait des gadgets chez le même marchand que chez les Verts et SOS Racisme. Donc on avait des gadgets qu'on faisait faire, ça s'appelait Touche pas à mon peuple, et puis le même fabricant faisait SOS Touche pas à mon peuple. Bon. Et on était devenus amis avec cet homme-là qui un jour me dit, vous savez, je dis on va faire un site internet, etc. Oui, c'est quoi et tout. Puis il me dit oui. Il me dit mais vous savez, là chez les Verts aussi, ils m'ont dit qu'ils faisaient la même chose quoi. J'ai pardon. Et donc là nous avons foncé jour et nuit, et on les a pris de vitesse. On a pris 3 semaines d'avance alors qu'il devait être officiellement le premier parti politique en France à avoir un site internet. En l'occurrence, c'est le FN qui l'est devenu. C'était une maigre victoire, mais assez symbolique, assez sympa. Voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cru, Roland, j'ai toujours cru qu'il fallait
contourner les vecteurs officiels de l'information. Je ne change pas de point de vue. Et que l'Internet était un moyen, au même titre que l'écrit, le livre, au même titre que la radio, au même titre que présent pour la presse écrite, et tant d'autres, que c'était un moyen de contourner ce parti des médias. Je n'ai pas changé, j'y crois encore, sauf qu'aujourd'hui, ce que je voyais un petit peu de manière artisanale est devenu, au bon sens du terme, quelque chose d'industriel, et donc j'ai le sentiment, avec Philippe Millot, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, qu'on a le sentiment qu'on est dans une situation où on peut gagner. Vous entendez bien? Où on peut gagner. Gagner, droite. Gagner, patriote. Bon. Jusqu'à présent, c'était pas évident, mais effectivement, les choses bougent. Il faut que les gens pensent que... Le curseur bouge. Vous parliez tout à l'heure d'histoire, on pourrait même presque parler de préhistoire, car dans les moyens modernes de l'époque de communication, on pourrait avoir peut-être toute petite pensée pour ce qu'a été avant le répondeur automatique de Michel Collineau, qui touchait beaucoup de monde déjà à cette époque-là. C'était un début, avant. Dans ce parti-là, il y a eu le premier. Alors, parce qu'avant Internet, c'était les premiers à arriver sur le Minitel. Vous avez été le Minitel aussi. 3615 FN était entre 3615 ULA et 3615 Sex, parce que SNCF, voilà, et Sex. En gros, c'était les 4 qui marchaient le mieux. Je ne dis pas ceux qui marchaient le mieux des 4. Mais ça, c'est autre chose. Et ceux qui se trompaient de site, peut-être. Et en amont, c'était le premier parti à avoir diffusé en DVD ces discours, en cassette ces discours, en disque ces discours. Le premier, bien évidemment, à avoir fait. On avait pris les répondeurs téléphoniques, on avait vu que sur le grand cinéma des Champs-Élysées, vous voyez, je fais la préhistoire, sur le grand cinéma des Champs-Élysées, ils avaient mis au point un répondeur téléphonique, vous allez me dire, c'est la préhistoire, un répondeur téléphonique, et ils avaient réussi à faire des messages de 3 minutes pour donner les horaires des séances. Donc ce grand cinéma-là, vous appeliez, c'était tout nouveau. Et là, vous aviez, ce mardi, vous pouvez aller voir Top Gun. C'est encore le cas 30 ans plus tard. Et donc, et on s'est dit, on avait appris cela. Et on s'est dit, mais pourquoi nous, on ne détourne pas cela? On va faire des messages de 3 minutes, on va faire des messages politiques. Les gens appelleront. Et puis, eh bien, ils appelleront. Ça va s'appeler Radio Le Pen. C'était ni une radio, c'était pas Le Pen qui parlait, mais c'était un beau nom d'appel, et c'était à l'époque des milliers et des milliers de personnes qui appelaient tous les jours pour avoir les informations, l'actualité, les rendez-vous, et on avait déjà tenté de contourner ce terrible parti. Il fut un temps où la fameuse presse mainstream, dont on dit beaucoup de mal, avait reconnu qu'au Front National, les responsables étaient les plus dynamiques sur tout ce qui était Internet, informatique. Ça devait leur faire mal au... Bon. L'heure avance, et Martial, on ne se lasse pas de vous écouter, mais vous, par rapport aux autres invités de l'émission Synthèse, on peut vous écouter souvent, puisque vous faites régulièrement des émissions sur TV Liberté. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous que vous acceptiez de venir parler de votre livre à notre émission. Ça, on en est très touchés. Et je rappelle donc Défaire le parti des médias, coécrit par Martial Wild et Philippe Millot, édité aux éditions Bulldog Média, et aussi de Alpha, bien connu de nos services, et tout ça pour le prix de 19 €. Alors c'est vraiment un livre on a essayé de vous convaincre de le lire pendant cette émission, mais c'est un livre qu'il faut acheter, qu'il faut lire, et qui vous éclairera sur beaucoup de choses, et c'est une arme de combat. Et qui sera difficilement démenti, parce que tout est sourcé. Tout est sourcé, c'est impressionnant le travail. Les auteurs y ont tenu, à chaque fois qu'ils disent quelque chose, il y a toujours la source. On fait un an de travail pour arriver à cela, mais il n'y a pas une citation, il n'y a pas un propos qui ne soit pas sourcé et qui permette d'être une arme. En fait, c'est un bouquin qui est une arme, et c'est quand même pour cet été sur les plages mieux qu'un Musso, moi je trouve. C'est ce que écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commandez Défaire le parti des médias. Alors on peut le commander sur TV, sur France peut-être aussi, oui, et puis dans toutes les librairies. Et dans toutes les bonnes librairies. Tout le monde peut aller Merci. Et à la prochaine émission dans 15 jours. Voilà. Et après, d'ailleurs, la prochaine qui sera la dernière de la saison, on recommencera la saison prochaine. Allez, c'est signé. C'est parti. Merci, chers amis, et bonnes vacances à tous.